Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Un ambitieux financier de Wall Street. Joe se comportait comme le maître de l'univers. Avec un sombre secret. Il vivait une autre vie. Une jolie fille délurée avec un penchant pour les hommes riches et dangereux. On voulait être déluré, mais pas trop. Juste un peu. Joe et Diane Peichel vivent la grande vie. La haute société, les limousines, les grands restos, les Hamptons. Jusqu'à ce que Diane disparaisse. Ses derniers mots ont été « Je m'en sortirai, ne vous en faites pas ». L'histoire d'un couple de la haute société new-yorkaise qui arrive au sommet à force d'ambition et de cupidité, mais qui se brûle les ailes. C'est tout de suite dans Crime en haute société. Le 19 octobre 1987, la bourse s'effondre et engloutit l'âge d'or des yuppies en une après-midi. 4 jours plus tard, Diane Peichel, belle, séduisante et riche, se dirige vers sa résidence d'été et une énième dispute avec son mari, Joe. La semaine suivante, on retrouvera son corps à 400 km de là, dans un fossé au bord de l'autoroute. Qui l'a tué ? La réponse se répandra comme une traînée de poudre de Manhattan jusqu'aux plages branchées de Long Island, les Hamptons. Joe et Diane Peichel étaient un couple notable de New York. Un financier à succès de New York et sa superbe femme. Le monde était à eux. Mais leur vie de rêve cachait une histoire de perversion et de folie. New York, capitale de l'argent, de la mode, du glamour et du succès. Ville symbole de tous les rêves de gloire. Certains se voient déjà réussir à Wall Street. D'autres faire partie du tout New York, du Gotha des artistes, des mondains, des riches et des puissants. Joe Peichel, enfant déshérité du Massachusetts, rêvait des deux. Joe grandit dans le quartier polonais ouvrier de Ware. Son père, ouvrier tisserand, est alcoolique et violent. Il laisse des cicatrices à Joe, et pas uniquement émotionnelles. Il a dit qu'il avait été maltraité par son père alcoolique, qu'il le battait si violemment qu'il lui avait déjà cassé la mâchoire. Malgré les mauvais traitements, Joe excelle en classe et apprend très tôt à cacher ses sentiments. Au lycée, il a fait une très bonne scolarité. Il était dans l'équipe de foot américain, la chorale. C'était un très bon élément. Il a étudié 5 ans à la Northeastern University, où il a obtenu son diplôme avec mention bien. À l'université, Joe rencontre et épouse Sandy Jarvinen, une fille douce et docile. Joe est dominateur, sûr de lui, et aux yeux de Sandy, charismatique. En 1960, le couple emménage à New York et Joe intègre le monde de la finance. C'est le début de la folie boursière des années 60. Joe est au bon endroit au bon moment. Les horaires sont infernaux et la pression intense, mais le travail paie. À la fin des années 60, il est multimillionnaire. Il se rend souvent en Europe en Concorde pour vérifier la solidité des entreprises et est connu dans la presse spécialisée pour son sens des affaires. C'était un autodidacte qui avait un caractère bien trempé et ne se fiait qu'à lui-même. C'était un requin de la finance, connu pour ses transactions sauvages. Ce comportement qui fait son succès financier fait des ravages dans sa vie domestique. Joe tyrannise et violente Sandy et boit souvent plus que de raison. Une fois, il l'a frappée à la tête avec une statue. Elle est tombée dans les escaliers à moitié inconsciente. Elle s'est réveillée, a essayé de reprendre ses esprits et s'est enfuie en voiture.
Au début des années 70, Joe entame une descente aux enfers. Sandy et lui divorcent. Il a de grosses dettes et ses collègues de travail se plaignent de son ivresse et de son comportement excessif. Un jour, un chauffeur de limousine vient chercher Joe qui l'accuse d'avoir une relation avec Sandy. Quand le chauffeur nie, Joe sort une arme et le menace. Joe Pykel était un personnage très impulsif. L'incident du chauffeur n'est pas isolé. Il lui est souvent arrivé de péter les plombs et de s'en prendre à tout ce qui se trouvait sur son passage. Avec son divorce, ses ennuis financiers et son alcoolisme, Joe a vraiment besoin d'aide. En avril 1976, il intègre les Alcooliques Anonymes près de chez lui dans le West Village. Je connais bien les Alcooliques Anonymes de Perry Street. J'y suis moi-même allé tous les jours pendant quelques années. Dans ces réunions, il côtoie des artistes, des écrivains, des intellectuels. Dans ce groupe se trouve une jeune écrivain belle et tourmentée, Diane Whitmore. Diane a grandi dans une riche famille de l'Indiana. Une fille unique qui rêve de vivre à New York. Elle rêve d'écriture, d'art et de fêtes luxueuses. C'était une femme fascinante. Elle était incroyablement drôle. Elle était gracieuse, cultivée, intelligente. En 1965, Diane sort diplômée de Mount Holyoke, une université exclusivement féminine. Elle part pour le célèbre Greenwich Village avec deux objectifs, devenir écrivain et devenir riche. Elle voulait faire sa petite expérience d'après-fac, pleine d'éclat, de marginalité, de poésie, de vie de bohème et même de violence. Ça l'attirait beaucoup et elle l'avouait volontiers. Elle passe 10 ans à se droguer et à vivre des aventures sans lendemain. Une des raisons qui l'a poussée vers des hommes qui ne lui convenaient pas, c'est qu'elle voulait changer les choses. Sortir du modèle de la brave fille qui se marie, a des enfants, comme dans les contes de fées. Mais après 10 ans à essayer de se trouver à New York, Diane est divorcée, toxicomane et alcoolique. Elle a absolument besoin d'un changement dans sa vie qu'elle espère trouver aux Alcooliques Anonymes. Et elle le trouve. Elle rencontre Joe. Il avait un côté sombre et elle était clairement attirée par ça. Et puis elle voulait épouser un homme riche. Là, elle avait les deux avec cet homme-là. Mais c'était une bombe à retardement. Elle était belle, drôle, sexy, talentueuse. Il n'était pas spécialement beau. Elle lui est tombée du ciel. Et malheureusement, je crois qu'il avait l'instinct, les yeux d'un prédateur. Il sentait qu'il pouvait l'avoir. Quelques mois après leur rencontre, Diane tombe enceinte. 2 mois plus tard, le 14 juillet 1978, Diane et Joe se marient. Quand Joe et Diane se marient, ils pensent tous les deux prendre un nouveau départ. Mais leur mariage se révélera être une grosse erreur. Une erreur mortelle. Diane est sur le point de découvrir la vie secrète de son mari. Au début des années 80, les affaires de Joe Pykel reprennent. Diane reste à la maison et s'occupe de leur fille Claudia et du petit Blake. Quand ils se sont mariés, ils étaient sur la voie de la guérison. Ils remontaient la pente. Ils essayaient d'être les meilleurs parents possibles. Joe est fou des enfants. La famille emménage dans un appartement historique de Greenwich Village. Il porte des vêtements de créateurs, engage des babysitters et possède une grande résidence d'été dans les Hamptons. Les Hamptons ont toujours été la chasse gardée des vieilles familles riches et des cultivateurs de pommes de terre. Mais soyons clairs, l'argent attire toujours l'argent. Dans les années 80, les Hamptons exercent une attraction irrésistible sur des gens comme Joe et Diane.
Avec ses demeures sur la mer et ses lieux branchés, c'est le refuge favori de riches célébrités, comme Calvin Klein, Christy Brinkley et Paul Simon. La demeure des Peikel se trouve au centre de ce petit monde. Il menait la vie fastueuse de la haute bourgeoisie des années 80. On mettait les enfants à l'école privée. Elle avait 2 décorateurs, un pour l'appartement du village et l'autre pour la maison des Hamptons. Diane vit la grande vie qu'elle a toujours voulu. Elle passe l'été dans les Hamptons avec les enfants. Joe passe la semaine à New York et les rejoint en limousine le week-end. Vu de l'extérieur, les Peikel mènent la vie parfaite. C'était le couple qui avait tout. Tout le monde pensait que ça ne pouvait qu'aller mieux. Mais leur ciel va s'assombrir. Le côté sombre de Joe, son impulsivité et son complexe de supériorité vont bientôt se faire jour. Joe se croyait vraiment au-dessus des lois. C'était un être obstiné et il se comportait comme s'il était le maître de l'univers, un demi-dieu. Comme avec sa première femme, Joe veut contrôler et dominer la vie de Diane. Mais Diane n'est pas Sandy. Diane était très combative. C'était la relation de 2 personnes de caractère qui veulent avoir le dessus. Une femme gagne rarement dans ce genre de relation, mais elle était loin d'être faible. S'il commençait, elle ripostait et les disputes s'envenimaient. Joe reproche souvent à Diane sa façon d'élever leurs enfants. Il trouvait qu'elle passait trop de temps à l'extérieur. Elle engageait des babysitters, elle les mettait à la garderie. Il trouvait que c'était une mère absente. Il n'aimait pas sa façon d'élever ses enfants, qui étaient aussi les siens à elle. Cela provoquait de grosses disputes. Début 1987, après presque 10 ans de mariage, Diane semble n'être qu'une bonne à rien pour Joe. Le couple partage rarement le même lit et Diane commence à suspecter son mari de la tromper. Mais elle va découvrir un secret bien plus dérangeant sur son mari. Dans le grenier de leur appartement de Greenwich Village, elle fait une découverte choquante. Elle trouve des valises remplies de lingerie féminine, dont certains de ses propres dessous, ainsi que des photos et des vidéos de Joe travesti en femme. Il couchait avec des hommes. Il couchait avec des hommes et se travestissait. Il menait une double vie. Diane est dégoûtée et profondément perturbée. Elle lui a crié dessus. « Arrête de voler mes sous-vêtements, achète les tiens !» Elle l'a vraiment attaqué en lui faisant comprendre qu'elle savait qu'il était travesti. Diane, désespérée, contacte un avocat de Manhattan, spécialiste des divorces, Raoul Felder. Il ne menait pas une double vie, mais une triple vie. Une vie de courtier en obligations à succès, une vie domestique dans laquelle il malmenait Diane et une vie de travesti. Mais Diane sait que si elle se sépare de Joe, il emportera son argent avec lui et elle n'est pas encore prête pour ça. Elle confie les vidéos et les photos de Joe à son avocat et commence à préparer sa vie sans lui. Avec les photos, les vidéos et le meilleur avocat spécialisé dans le divorce de Manhattan, Diane semble avoir tous les atouts en main. Mais elle ignore que le destin en a décidé autrement. En octobre 1987, le multimillionnaire et magnat de Wall Street Joe Peikel et sa femme Diane sont au bord du désastre. Diane a découvert la vie secrète de son mari et Joe affirme qu'elle est une mauvaise mère pour ses enfants. La plupart des femmes auraient quitté leur mari sur le champ. Pas Diane. Et c'est là une erreur fatale. Alors que Diane essaie de sauver leur mariage, Joe commence à enregistrer secrètement leur dispute et engage un détective privé pour espionner Diane. On allait au restaurant et il y avait quelqu'un à la table d'à côté qui nous épiait. Et Diane disait « c'est le détective privé ». Pendant ce temps, l'excentricité de Joe s'accentue. Il loue un appartement secret à Battery Park City et le remplit de sous-vêtements féminins.
Un soir, il bande les yeux des enfants et les emmène à l'appartement, leur faisant promettre de ne rien dire à leur mère. Ce qui m'a vraiment alerté, c'est quand il a bandé les yeux des enfants et les a emmenés à l'appartement. C'est là que je lui ai dit, il faut obtenir une ordonnance restrictive, virons-le. Effrayée mais déterminée à rester avec Joe tant qu'elle ne serait pas sûre de se débrouiller seule, Diane accepte un emploi d'assistante à Harper's Magazine. C'était un boulot plutôt prestigieux. Au magazine, on la voyait comme la personne séduisante qu'elle était. Et chez elle, elle était maltraitée. C'était vraiment une échappatoire pour elle. Diane s'inscrit également à un atelier d'écriture et commence à écrire des nouvelles. Elle voulait s'améliorer. Elle voulait regagner l'estime d'elle-même. Elle trouvait qu'elle avait servi Joe trop longtemps. Voir sa femme mener une vie en dehors de son influence rend Joe encore plus furieux. Joe n'appréciait pas qu'elle travaille. Il voulait qu'elle soit disponible pour lui 24 heures sur 24. Et alors que les choses ne pouvaient pas aller plus mal, le lundi 19 octobre 1987, c'est le krach boursier. Le pire jour de l'histoire de la bourse depuis la Grande Dépression. Son mariage battait de l'aile. Sa vie personnelle était une catastrophe. Et le lundi noir est arrivé. Il a perdu tellement d'argent qu'il savait qu'il était fini. 3 jours plus tard, Joe donne rendez-vous à son ex-femme Sandy dans un restaurant du World Trade Center. Il lui demande de devenir la tutrice légale de ses enfants si quelque chose devait lui arriver. Ou si Diane devait avoir un accident. Au même moment, Diane se prépare à quitter Joe en emmenant les enfants avec elle. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour se sortir de là. Elle cherchait un endroit pour vivre. Elle avait fait tout ce qu'il fallait dans ce genre de situation. Elle avait de l'argent de côté, elle avait des affaires chez des amis, elle connaissait les foyers pour femmes. Joe et Diane savent que leur mariage est mort et enterré. Ce vendredi, ils prennent chacun leur voiture, direction Amagansett, dans le but de partager leurs biens avant de vendre la maison. Je devais manger avec elle ce soir-là. Je l'ai appelée dans l'après-midi. Je lui ai demandé si on dînait toujours ensemble. Elle a dit non. Et elle m'a dit qu'elle allait à Amagansett pour se partager les biens avec Joe. Et je me souviens avoir pensé, quoi? Ils allaient régler leurs affaires. Et c'est tout à fait le genre de choses qu'elle n'aurait jamais dû faire. Je me souviens l'avoir suivie dans le hall en tentant de la retenir. Et ses derniers mots étaient « Je m'en sortirai, ne vous en faites pas ». Dans un film, c'est là qu'on crie « N'y va pas !» Mais ce n'était pas un film. Personne n'a pu sauver Diane Peichel. Après son arrivée à Amagansett avec les enfants, Joe les couche. Quand elle arrive finalement à 1h du matin, Joe l'attend. Le lendemain, quand les enfants demandent où est leur mère, Joe leur explique que papa et maman se sont disputés et que Diane a disparu. Il leur dit qu'ils vont faire un voyage en voiture. Il les installe avec précipitation à l'avant de la voiture familiale. À l'arrière se trouve un mystérieux paquet. Premier arrêt, la quincaillerie d'Amagansett. Il a demandé de la corde, une brouette, une pelle, des bâches, des sacs poubelles, des nettoyants. Joe paie une facture de 400 $ et achète ensuite 12 sacs de glace. Mais il refuse qu'on la charge dans la voiture. J'ai voulu l'aider à mettre la marchandise dans sa voiture et il a refusé catégoriquement. Il m'a interdit de toucher la voiture et m'a dit de tout poser à côté. La voiture chargée, il prend la direction du nord. En route, il appelle un ancien camarade de fac pour lui demander un service.
Il est arrivé chez un ancien camarade qu'il n'a pas vu depuis plus de 10 ans. Et il lui demande s'il pouvait garder ses enfants pour le week-end. Après avoir roulé 250 km vers le nord pour déposer ses enfants chez son ancien camarade, Joe fait cette fois plus de 300 km pour se rendre chez son ex-femme près de Boston. Quand il arrive à 4 heures du matin, Joe a l'air d'un fou désespéré. Il dit à Sandy qu'il a quelque chose à enterrer. Au début, elle a pensé qu'il voulait dissimuler une transaction financière, mais il a expliqué qu'il voulait vraiment enterrer quelque chose dans le jardin. Au fil de la conversation, Sandy a fini par comprendre qu'il s'agissait en fait d'enterrer Diane. Joe avoue à Sandy qu'il a tué Diane et que son corps est dans le coffre. Sandy refuse de l'aider et il repart vers Manhattan. Joe Pykel est maintenant complètement incontrôlable. Quand même, voilà un homme qui avait été une sorte de petit génie de Wall Street. Et le voilà qui demande à sa première femme s'il peut enterrer sa seconde femme dans son jardin. Et après? 48 heures après avoir assassiné sa femme, Joe Pykel se réveille dans son appartement de Greenwich Village. Ce ne sera pas un lundi matin ordinaire au bureau pour Joe Pykel. Au lieu d'enfiler un luxueux costume italien pour regagner Wall Street, le voilà considéré comme un tueur en fuite. Les enfants de Joe sont toujours chez son ancien camarade et le corps de Diane toujours dans le coffre de la voiture garée dans la rue. Il appelle l'école des enfants pour signaler leur absence. Et puis il part vers le nord pour aller les rechercher. Mais il doit d'abord s'occuper du corps de leur mère. Près de la sortie pour Newburgh, il a vu une aire de stationnement et a dû comprendre que c'était sa dernière chance. Il s'est garé, il a jeté un œil dans le fossé et c'est là qu'il a abandonné le corps. Quand Joe sort du coffre le corps de Diane enveloppé dans une bâche pour le traîner sur 10 mètres avant de le jeter dans un fossé, il n'est qu'à quelques kilomètres de l'endroit où il doit aller chercher ses enfants. J'ai toujours trouvé bizarre qu'un type aussi intelligent, qui avait eu autant de succès dans son métier, puisse jeter le corps de sa femme dans un endroit où on le trouverait facilement. Joe récupère ses enfants et se rend dans un centre de lavage auto. Il n'avait pas dû dormir depuis des jours. Il avait une tête de déterré, ses vêtements tout froissés. Il n'avait vraiment pas l'air en forme. Joe choisit le lavage complet et insiste surtout pour que l'arrière de la voiture soit nettoyé de fond en comble, quoi que cela lui en coûte. Il y avait un renfoncement à l'arrière. J'étais en train de le nettoyer et il était constamment sur mon dos pour me demander si c'était très sale. Pendant qu'on lave sa voiture, Joe raconte à tout le monde la dispute avec sa femme. Il m'a raconté que sa femme l'avait quitté, qu'elle était partie avec son amant et qu'il avait trouvé des préservatifs sous le lit. Il avait voulu prendre l'air et avait emmené les enfants avec lui. Quand Joe et les enfants repartent, près de 3 heures plus tard, les employés du centre auto jettent un œil dans la benne où Joe a jeté plusieurs objets. Ils ont trouvé un couteau. Ils ont trouvé beaucoup de vêtements féminins de grande taille et des talons aiguilles. Mais ces talons aiguilles, c'était au moins du 45. C'était immense. Ils trouvent cela assez étrange et en informent la police qui se rend sur les lieux. Quand j'ai vu le couteau, la corde et les vêtements de femme, j'ai eu énormément de soupçons. Il avait jeté des photos de ses enfants. J'ai moi-même un fils, un petit blond aux yeux bleus. Ça m'a interpellé. Pourquoi jeter ça? Cela fait maintenant 2 jours que Diane n'a pas donné de nouvelles. Ses amis craignent le pire. Quand j'ai su qu'elle n'était pas allée travailler, j'ai su qu'elle était morte. Je savais qu'il l'avait tuée. À 10 heures, Bill Glynn de la police de New York reçoit un appel d'une des collègues de Diane à Harper's Magazine. Elle répétait qu'elle était vraiment très inquiète pour la sécurité de Diane.
Elle craignait que Diane soit retenue prisonnière dans une cave, dans leur maison d'Amagansett. Mais peu après, Glynn reçoit un appel de Joe Pykel, qui joue le rôle du mari inquiet. Il a dit « Je voulais vous faire savoir que je me suis disputé avec ma femme. » Il disait être à Amagansett. Il m'a dit qu'il cherchait une chaussure d'enfant sous un lit et qu'il avait trouvé un préservatif qui n'était pas à lui. Il avait demandé des explications à sa femme, une dispute avait éclaté et elle avait quitté la maison. Il ne l'avait pas revue. Joe promet d'appeler l'inspecteur si Diane ne rentre pas avant le soir. La police décide alors de piéger Joe. Il reçoit un appel qui lui annonce qu'on a trouvé ses cartes de crédit dans une benne près d'un centre de lavage de Newburgh. La personne qui appelle, utilisant un faux nom, est en fait l'inspecteur John Smith de la police de Newburgh. Au début, tout allait bien, jusqu'à ce que je commence à lui parler de cartes de crédit et de portefeuille. Il est devenu très nerveux. Il a commencé à bafouiller. On aurait dit qu'il avait des billes dans la bouche. Joe envoie son chauffeur récupérer les cartes de crédit. Mais quand il arrive, il ne trouve personne. Pendant ce temps, la police de Newburgh a retrouvé l'adresse correspondant à la carte de crédit. Ils préviennent la police de New York. Je ne savais pas ce qui se passait, mais je savais que je devais rencontrer ce type. Vers minuit, l'inspecteur Glynn se rend chez Joe pour prendre le signalement de la disparue. J'ai trouvé Joe Pykel un peu étrange. Je pensais qu'il essayait de cacher quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Je lui ai demandé s'il n'était pas inquiet de ne pas l'avoir revu depuis 24 heures. Il m'a dit que non, qu'elle avait déjà fait ça, qu'elle allait finir par revenir. Le lendemain, la police de l'État de New York fouille la maison des Hampton. Juste à côté de la maison, il y avait un cimetière. On a tout de suite pensé qu'elle pouvait être enterrée là. Pendant qu'on fouillait la maison, on a aussi utilisé des chiens dans le cimetière et on a cherché des traces de terre fraîchement remuées. La fouille du cimetière ne donne rien. Mais dans la maison, les policiers font une découverte qui confirme les dires de Joe. Nos hommes ont en effet trouvé un préservatif sous le lit et l'ont gardé comme pièce à conviction. Mais le lendemain, la police reçoit un appel des services techniques de l'autoroute de Newburgh. J'ai reçu un appel des services autoroutiers qui disait avoir trouvé un corps. C'était le corps d'une femme qui avait été découvert le long de la voie dans un fossé. Il ne faut pas longtemps à la police pour identifier le corps de Diane Pykel. L'autopsie révèle qu'elle a été frappée à en perdre conscience, puis étranglée. Mais quand la police veut interroger Joe, il est parti. Et on découvre que son argent a également disparu. Nous avons appris qu'il retirait de grosses sommes d'argent de son compte. Il était très fortuné. On avait peur qu'il essaie de quitter le pays. Finalement, le jeudi 29 octobre, 5 jours après la disparition de Diane, Joe Pykel est arrêté chez son avocat à Manhattan. On l'emmène dans le nord de l'État pour l'interroger. L'inspecteur Joe Tripodot était dans la voiture. Il n'a pas arrêté de dire combien Diane était mauvaise, qu'elle avait des amants. Pour le faire parler, l'agent Tripodot l'emmène à la morgue voir le corps de Diane. Il a regardé et je l'observais pour voir une réaction. Mais il l'a regardé et a dit « c'est elle ». On lui demande ensuite de se déshabiller pour vérifier qu'il ne possède pas de drogue et chercher des marques sur son corps. Joe Pykel refuse catégoriquement. J'ai dit « Joe, vous allez vous dessaper. Faites-le vous-même, sinon on le fera. » Alors il a accepté et a commencé à se déshabiller. C'est là qu'on a compris pourquoi il était réticent au début. Il portait un soutien-gorge, des collants et une petite culotte de femme. Quand l'inspecteur constate des marques sur son corps et sur ses mains, Joe a une explication toute prête. Il a dit s'être fait ça en jouant avec ses enfants. Il est maintenant tard, Joe est fatigué. À minuit et demi,
l'inspecteur Tripodo pose une dernière question. Je lui ai demandé comment il avait fait et il a mis ses mains comme ça. J'ai demandé s'il l'avait étranglé et il a fait oui de la tête. 6 jours après avoir étranglé sa femme, Joe Pykel, un courtier millionnaire, est officiellement accusé de meurtre. La caution est fixée à 350 000 $. S'il est déclaré coupable, il risque de 25 ans de prison à la perpétuité. La plupart du temps, quand un mari violent tue sa femme, il n'a pas 350 000 $ pour payer la caution. Joe les a. Et il compte dépenser bien plus pour ne pas aller en prison. Joe Pykel s'apprête à être jugé par les jurés d'une petite ville pour le meurtre de sa femme, Diane. Nous sommes en janvier 1989. Diane Pykel est morte depuis plus d'1 an. Même si son mari Joe a avoué l'avoir étranglée, il prétend que c'était de la légitime défense. Pour le défendre, il a engagé de grands avocats new-yorkais, Stephen Worth et Ron Bekoff. Le procès promet d'être passionnant. Ce sera la parole de Joe et son argent contre les preuves de l'État. Et pour rendre le tout un peu plus étrange, Joe s'est remarié. Sa nouvelle femme est Mary Bain, une styliste new-yorkaise. Il est venu à mon bureau en été. Elle était là et il me l'a présentée. On a discuté pendant 1 heure et il m'a dit « Qu'en pensez-vous? Je peux l'épouser ?» J'ai dit « Je suis contre. » Il a dit « Pourquoi ?» J'ai dit que s'il épousait une autre femme, la cour pourrait y voir un mobile. Il est parti et 2 jours plus tard, ils étaient mariés. Comment une femme peut-elle devenir intime si vite avec un homme accusé d'avoir tué sa femme? Ça me dépassait. Comme le corps de Diane a été retrouvé dans le nord de l'État, le procès se tient à Goshen, une petite ville endormie à 2 heures de Manhattan. Le lieu du procès désavantage la défense de Joe. C'est comme quand on joue un match à l'extérieur. Et on sentait bien que Joe, et même nous, étions vus comme des arrivistes de New York. Le stéréotype même du riche citadin que les gens du nord de l'État n'aiment pas. Le 26 janvier 1989, les jurés sont désignés et le procès commence. Il y avait 11 hommes et 1 femme. Et on s'est demandé si ces types allaient comprendre une femme de Greenwich Village. Est-ce qu'ils n'allaient pas dire « elle le méritait » ? Les avocats font tout pour amadouer le jury, mais ils peinent à contrôler la nouvelle épouse de Joe. Le premier jour du procès, Marie est arrivée avec un manteau de vison. Je l'ai pris à part avant qu'on entre. Marie, je ne sais pas comment est le jury, mais ils vont pas aimer le vison, vous devez l'enlever. Elle a dit d'accord et l'a mis au porte-manteau. Le lendemain, Joe est venu seul. J'étais soulagé. Mais 1 heure après, quand tout le monde est entré et que personne ne pouvait l'arrêter, elle est arrivée avec son vison. Avant même que le procès commence, les avocats de Joe demandent un entretien avec le juge pour essayer d'écarter des témoignages plutôt embarrassants. Le jury ne doit pas entendre parler du goût de Joe pour les sous-vêtements féminins. Vous imaginez l'effet sur un jury? Une grand-mère ou une institutrice qui se retrouve devant un travesti. Elles n'ont pas l'habitude. Ce serait mal vu et retenu contre lui. Mais l'accusation n'est pas inquiète. Ils ont de quoi étayer leur affaire. Il était clair que ce meurtre n'était pas parfait. Nous voulions vraiment utiliser tout ce qui serait dit par l'accusé pour montrer au jury tout ce qui s'était passé. Pour commencer, l'accusation renvoie le jury au petit matin du 24 octobre 1987, le matin où Diane arrive dans la maison des Hampton. Il avait pris Diane à partie. Il l'avait accusée d'avoir un amant.
ou de le tromper. Il a dit qu'elle avait élevé la voix, qu'il avait perdu son sang-froid et qu'il l'avait étranglé. À la barre des témoins, l'inspecteur Tripodo décrit le moment où Joe lui a avoué avoir étranglé sa femme. He looked at me and he took his hands and he went exactly like that. I said to Mr. Peichel, I said, you choked her. He shook his head yes. I looked at him for a reaction. J'ai observé sa réaction. Il m'a regardé comme pour confirmer les faits. L'accusation démontre ensuite qu'après l'avoir tué, il aurait mis son corps dans la voiture et serait allé jusqu'à Albert's Landing, une plage voisine où il aurait essayé de l'enterrer sans succès. Frustré, il l'aurait laissé là toute la nuit. Il serait ensuite revenu le matin pour envelopper le corps dans une toile, l'aurait mis dans la voiture et aurait pris la direction du nord avec ses 2 jeunes enfants à bord. Les enfants avaient 4 et 8 ans. Et nous pensons qu'ils ont fait un voyage d'environ 3h30, depuis Amagansett jusqu'à Long Island, avec le corps de leur mère dans le coffre. Méthodiquement, l'accusation présente le reste des preuves. Les effets de Diane au fond d'une benne à ordures. Son corps trouvé dans un fossé à 5 minutes de là. La violence qu'elle a subie avant d'être étranglée. L'accusation est persuadée que les jeux sont faits. Nous avions une déclaration de l'accusé disant avoir étranglé sa femme. Et nous avions tous les éléments pour prouver le mobile. Mais durant le procès, Joe semble peu concerné. L'accusation se demande ce que la défense prépare. Elle va être surprise. La défense prévoit d'appeler Joe lui-même à la barre. Dans un procès pour meurtre, faire témoigner l'accusé est très risqué. La plupart des avocats refusent cette stratégie. Faire témoigner Joe Peichel était encore plus risqué qu'on ne l'imaginait. Le procès pour meurtre de Joe Peichel dure déjà depuis 1 mois. Il reste à la défense un seul témoin à appeler, Joe Peichel lui-même. Nous avions construit notre défense en sachant que nous pourrions gagner ou perdre si le jury appréciait Joe Peichel, s'il le croyait, s'il avait de la peine pour lui. Une seule erreur de Joe et il était fini. Ses avocats l'avaient entraîné pendant des semaines et ils savaient qu'il pouvait réussir. Mais le matin où Joe doit se présenter à la barre, il ne vient pas. Le lendemain matin, pas de Joe Peichel. 5 minutes avant 10h, il est entré dans le tribunal, titubant, avec Marie. Elle a dit qu'il était saoul, qu'il avait bu de la vodka. La défense essaie d'ajourner le procès. Le juge refuse le report. Il nous donne 1 heure et du café pour le remettre sur pied. Et juste avant midi, Joe Peichel prend la parole. On avait passé des heures à revoir l'histoire avec lui, à entrer dans les détails. Parfois, il était si bon, on était au bord des larmes. Le Joe Peichel qui a témoigné était saoul. Il bafouillait, mélangeait les faits, c'était très décevant. C'est moi qui avais envie de boire. Possibly you said that? Yeah. She was a bitch and cheating on me right from the beginning. I wanted my children. I didn't want them with her. And also, she had tried to kill me. Quand il a témoigné, c'était ridicule. J'ai oublié ce qu'il a dit exactement, mais c'était du genre « Elle s'est jetée sur moi, c'était un accident ». Le numéro était très bien préparé. Les avocats avaient dû se donner du mal pour faire croire à l'accident. Pour étayer la version de Joe, la défense montre des photos d'une coupure sur son flanc, expliquant que Diane l'a attaqué avec un couteau.
Mais c'est la même blessure qu'il disait s'être fait en jouant avec ses enfants. L'histoire de Joe était complètement hallucinante. C'était vraiment ridicule. Personne ne pouvait croire que le jury avalerait un mot de tout ça. Tout le monde pensait qu'il était fini. Je ne crois pas que le jury y ait cru un seul instant. Si on avait dû le juger sur sa prestation, je crois que c'en était fait de lui. C'était clair qu'il mentait. Le lendemain, le jury tient le verdict. On jouait aux cartes dans la salle du jury. Et on nous dit que le jury tient un verdict. On allait y retourner et il m'a dit « Bonne chance ». À moi, Joe ? Bonne chance à vous. The jury finds the defendant guilty of murder in the second degree? We do. Is that a unanimous verdict? Unanimous verdict. Ils l'ont déclaré coupable. Il m'a dit d'approcher et m'a murmuré « Je suis désolé, j'ai foiré, j'aurais pas dû boire ». Je crois qu'il était choqué. Il vivait dans son monde. Il ne s'y attendait pas. Mais Joe n'est pas prêt à abandonner. Quelques jours après le verdict, l'épouse de Joe, Mary, vient avec son avocat et un enregistrement d'une dispute entre Joe et Diane. On entendait Diane Peichel, la victime, dire « Je m'en fous, je vais te tuer, je vais te planter avec un couteau de cuisine, et je me fous d'aller en prison. » Je venais de baser toute ma défense sur la légitime défense, et j'avais une cassette qui prouvait ce qu'on avançait. J'étais fou. Je suis allé voir le juge qui m'a demandé ce que je voulais faire. J'ai dit que je voulais faire appel du verdict. Il m'a dit « D'accord ». Mais l'avocat n'a pas le temps de faire appel. Le 2 juin 1989, Joe s'effondre dans sa cellule. Je préparais mon appel. J'ai reçu un coup de fil, Joe Peichel est mort. J'ai cru à une blague, très drôle. J'ai appelé la prison, il était vraiment mort. L'autopsie révèle que Joe Peichel est mort de complications liées au sida. Ironiquement, sa mort permet à ses avocats de laver son nom. Dans l'État de New York, si on meurt avant la prononciation de la peine, la condamnation est nulle. La peine n'avait pas été prononcée. Le jugement en appel n'avait pas été rendu. Techniquement, il n'a pas été condamné pour meurtre. Après ses funérailles à l'église Saint-Joseph de Greenwich Village, Joe est enterré dans une tombe sans nom dans le cimetière près de la maison où il a tué Diane. 6 mois plus tard, sa condamnation est officiellement effacée. Pour la loi, Joe est devenu innocent. Malgré tout l'argent dépensé pour sa défense, c'est la mort de Joe qui a fait de lui un innocent. Pour l'État de New York, il est mort innocent. Mais Joe Peichel n'était pas innocent. Il a sauvagement assassiné la mère de ses enfants et quelque part peut-être, il paie pour ça. Ici Dominique Dunn, merci de nous avoir suivis.